prévisions à 3 jours, toute l'actu météo. Revoir le bulletin du jour. Une seule adresse, alpes.france3.fr. Bonsoir et bienvenue dans le 19-20. Ce soir, le journal a été préparé par les rédactions de Lyon et de Grenoble. Nous irons donc d'abord en Ardèche, où un incendie a mobilisé les pompiers toute la nuit et une bonne partie de la journée. C'est le 5e feu dans le département depuis le début de la saison. Et puis nous retournerons à l'Alpe d'Huez, où le Tour de France est passé hier devant des milliers de spectateurs. Aujourd'hui, place aux nettoyeurs et ils ont du travail, vous allez le voir. Enfin, direction Lyon, pour les finales de la Coupe du Monde de joute nautique, un sport traditionnel et populaire qui s'invite pour la première fois en centre-ville, dans le quartier de la Confluence. On commence donc par cet incendie à Loubarest, en Ardèche. Les flammes ont ravagé 4 hectares de végétation et mobilisé une cinquantaine de pompiers toute la nuit. Des pompiers qui restent sur le qui-vive. La chaleur, la sécheresse et le vent forment en général un trio dangereux. Explication avec Hugo Chaplon et Cédric Le Poitvin. L'incendie s'est déclaré en lisière de cette route départementale. Vite maîtrisé par les sapeurs-pompiers, le sinistre menaçait une forêt en amont. Mais c'est un autre combat que mènent les soldats du feu depuis ce matin, s'attaquer aux fumerolles, des reprises de feu souterraines qui consument l'humus. Ça peut couver pendant des jours, ça. Ça peut couver pendant des jours comme ça. C'est pas rare dans des feux comme ça d'avoir des reprises comme 8 jours après. C'est pas rare. Donc là, la technique c'est de gratter, noyer. Des milliers de litres d'eau pour éviter que l'incendie ne reprenne, d'autant que le vent ne faiblit pas et que les conditions météo sont aujourd'hui extrêmes. C'est un peu plus d'un mois qu'on n'a plus une goutte de pluie, et donc on a eu du vent également, donc la sécheresse s'est accentuée au fil des jours, et donc on arrive à une période où on est fin juillet, où c'est très compliqué, on a énormément de problèmes de sécheresse. Une partie du département de l'Ardèche est classée en risque d'incendie sévère et ces conditions ne devraient pas changer dans les prochains jours. Les pompiers redoutent aussi les impacts de foudre qui pourraient facilement embraser les forêts. Et puis un autre incendie inquiète les autorités, c'est bien sûr celui qui ravage l'Épinède de Gironde. Des centaines de pompiers luttent depuis 3 jours contre les flammes. Pour les relayer, l'Isère et la Haute-Savoie ont envoyé une quarantaine d'hommes. Une trentaine de pompiers ligériens sont également partis en renfort. Le feu est stabilisé mais pas éteint. La reprise du vent inquiète toujours les autorités. Tombera pas, on vous en parle depuis quelques semaines déjà. La montagne qui porte le tunnel du Chambon risque de s'effondrer en Isère. Eh bien, ce matin, les géologues ont remarqué une accélération du glissement de terrain. Du coup, les gendarmes quadrillent le secteur pour empêcher les curieux d'approcher. Les attaques du loup sont courantes dans la Drôme en cette saison, mais celle d'hier soir était la plus importante. Depuis le début de l'année, une vingtaine de brebis ont été tuées, une vingtaine d'autres ont disparu à Luce-la-Croix-Haute. C'était la 5e attaque là-bas depuis le début de l'été. L'éleveur de l'Estive est découragé, il va redescendre son troupeau de la montagne. Le maire de la commune, lui, demande à ce que le loup soit abattu par les autorités. Il devrait arriver dans quelques minutes sur les Champs-Élysées. Le Tour de France est donc bientôt terminé. Et sauf surprise, c'est Christopher Froome qui va l'emporter. Le Britannique devrait également enlever le maillot à poids du meilleur grimpeur. Le maillot que Romain Bardet de l'équipe savoyarde AG2R espérait bien empocher, et qu'il a perdu hier dans l'ascension de l'Alpe d'Huez. Une ascension suivie par des milliers de spectateurs. Certains étaient même là depuis plusieurs jours. Alors forcément, les déchets se sont accumulés. Ce matin, c'était donc au tour des nettoyeurs d'entrée en piste, Jordan Guéant et Yves Mariglot. 6 heures et à peine 8 degrés à l'Alpe d'Huez. L'ambiance est à la gueule de bois, le décor aussi. Ils ont consommé, ça fait fonctionner le système. Ouais, donc c'est quand même une bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle. Hier, 700 000 personnes se sont massées le long des fameux 21 lacets. En particulier ici, au Dutch Corner, le virage 7, celui des Hollandais, connu pour son ambiance, sa fête et ses lendemains qui déchantent. C'est pas pire, c'est pas pire. Il y a eu une belle étape et il y a eu une belle journée. Et c'est un petit peu des conséquences aussi. Ça fait partie du jeu. Mais si on pouvait en voir moins, ce serait mieux. Alors à 7 heures, les nettoyeurs arrivent en renfort. Il y a la balayeuse qui passe et elle peut ramasser déjà le plus gros, puis nous on finit après à la main. 45 personnes mobilisées, une dizaine pour ce seul virage et 3 heures de travail maximum.
La technique est bien rodée, mais les chiffres impressionnent toujours. En fait, on est habitué. Moi, ça fait 23 ans que je suis à la mairie, les 3 quarts des copains aussi. Donc, en fait, on n'a pas besoin de se parler, quoi. Pour les déchets collectés, on met 4000 sacs, on les dispose tous les 30 mètres, le long de la montée et dans la commune, à disposition du public. 4000 sacs de 150 litres, vous estimez aux 3 quarts plein, donc vous voyez, vous faites le calcul, ça fait pas mal de litres. Au total, 30 tonnes de déchets ramassés, mais à l'Alpe d'Huez, les stigmates du Tour sont déjà effacés, en attendant son prochain passage, sans doute en 2017. Seniorland, cela sonne comme le nom d'un parc d'attractions. Il y aura bien une piscine chauffée et une zone d'animation, mais Seniorland, c'est en fait un futur village pour personnes âgées, à Montverdun, dans la Loire. Une quarantaine de logements individuels et adaptés à un projet fou à 5 millions d'euros. Visite guidée avec Claire Exbraya et Damien Grousson. Bienvenue à Seniorland. Derrière vous, les premiers pavillons qui sont sortis de terre il y a un mois. Pierre-Jean Rochette a le sourire, plus que quelques mois de travaux et il pourra accueillir les premiers locataires. Ici, tout a été pensé pour eux, du chemin lumineux pour faciliter les déplacements la nuit, au système de capteurs dans les murs pour détecter une chute. Ça peut évoluer jusqu'à la surveillance des ouvertures du frigo pour voir si les repas sont bien pris, à l'ouverture des portes pour voir s'il y a des portes qui s'ouvrent en pleine nuit, par exemple, ce qui pourrait être un début de désorientation. Tout est prévu pour suivre l'évolution de nos locataires, mais toujours dans le respect de la personne. C'est en revenant des États-Unis que cet ancien chef d'entreprise, aujourd'hui homme politique, a eu cette idée folle, construire un village pour personnes âgées autonomes. Ses parents avaient déjà créé il y a 30 ans une maison de retraite médicalisée dans le village. Avec son architecte, il a prévu un tunnel pour relier les deux sites, séparés par une route départementale. Donc le passage se fait par ces ensembles de caissons, ces caissons qui font 2,50 m par 2,25 m, qui vont permettre de faire une liaison avec des voiturettes électriques. À l'heure actuelle, tout est terminé en gros œuvre, charpente et plâtrerie. À côté des 40 appartements, la zone d'animation, avec piscine couverte au plancher amovible, salle de réception, cave à vin, cabinet médical ou encore salon de coiffure. Les personnes qui sont prêtes à entrer en institution aujourd'hui ne veulent plus qu'on leur fasse faire des colliers de pâtes ou de la pâte à modeler. C'est pas ça aujourd'hui qu'ils attendent. Ce qu'ils veulent, c'est des concerts l'été. C'est pour ça qu'on a fait un théâtre de verdure, de la piscine, des cours de gym, de la culture, des sorties, des voyages. Aller au match à Saint-Étienne, ça aussi, ça fait partie du package et c'est compris dans le prix. Le prix, 1 300 € par mois et par logement. Les travaux se termineront fin 2015. D'ici là, Pierre-Jean Rochette a déjà prévu la suite, une salle de sport et un relais d'assistante maternelle pour compléter son Seniorland. Une nouvelle défaite pour l'OL à Londres au tournoi de l'Emirates Cup après celle d'hier face à Arsenal, 6-0. L'équipe avait beau être composée de jeunes joueurs, aujourd'hui elle a encore perdu face à Villarreal, 2-0. Regardez ces images, le gardien remplaçant Mathieu Gorgelin n'a pas pu arrêter le pénalty espagnol en première mi-temps. Un deuxième but espagnol en deuxième mi-temps. L'OL abordera donc le trophée des champions, son premier match officiel dans de mauvaises conditions. D'autant que Clément Grenier s'est blessé hier et on vient de l'apprendre, il devrait rester à l'écart des terrains pendant encore quelques mois. Plus qu'un sport, c'est une tradition. Les finales de la Coupe de France de joute nautique avaient lieu à Lyon aujourd'hui. Pratique festive et séculaire, sportive et populaire, mais un peu oubliée. Alors pour la première fois, la compétition avait lieu en plein cœur de Lyon, dans le quartier huppé de la Confluence. Claire Exbraya et Laurent de Bretagne y ont assisté. Et une passe de plus, mais pas n'importe où, à Confluence. Entre les badauds du dimanche, les supporters de toujours et les clients des restaurants, la finale de la Coupe de France en équipe s'offre une nouvelle manière de jouter. Il y a beaucoup de monde, bonne ambiance, des équipes bien motivées. C'est vraiment beau. On représente bien notre sport ici à Confluence. C'est différent, un peu moins bien je dirais, mais bon c'est normal parce qu'on n'a pas l'esprit de clocher qu'on peut avoir sur les autres sites, quoi, mais c'est pas grave. Pour une finale de Coupe de France, c'est une pression quand même, parce qu'il y a beaucoup de monde, il doit y avoir 5000 personnes je pense autour. Puis ça va, ça passe bien quand il y a l'équipe qui nous encourage derrière. 8 équipes s'affrontent pour décrocher le titre de champion de France. 4 en méthode givordine, où les bateaux se croisent par la droite, et 4 en méthode lyonnaise,
par la gauche. Mais plus que la compétition, cette première en plein cœur de Lyon est aussi un pari pour les organisateurs, redorer le blason des joutes. Ça parle un peu plus aux anciens, dans les années 60, 50-60. Et aujourd'hui, notre génération ne connaît plus du tout. Donc on a envie de leur faire revivre ça et de leur faire redécouvrir ce beau sport. Peut-être même pour qu'ils y viennent et pour faire vivre un peu tous ces bords de Rhône et de Saône. Et le pari semble déjà réussi. C'est sympa, c'est intéressant. Mais voilà, donc nous on découvre juste, on connaît aucune règle, rien du tout. Donc, voilà. C'est marrant quand ils se font soulever et qu'ils tombent, après c'est marrant. Marrant et pourtant tellement physique. La joute est reconnue comme un sport depuis à peine 50 ans. Seulement 600 personnes la pratiquent en Rhône-Alpes. C'est le plus grand festival en plein air de Suisse, sur les hauteurs de Nyon. 6 jours et 6 nuits de musique, plus de 250 concerts. Le Paléo Festival attire chaque année près de 250 000 spectateurs. Il affiche d'ailleurs complet avant même d'ouvrir ses portes. Bilan de cette énorme machine dont le succès ne faiblit pas avec Serge Borette et Ingrid Vernet-Dupart. Paléo ressemble un peu à Joan Baez et on dirait que le temps a juste permis à ces deux-là de faire émerger leur classe naturelle, l'un et l'autre doucement poussés par les nouvelles générations. J'aime la jeune génération, il me donne l'impression d'être beaucoup plus jeune que je ne suis. Robert Plant, Patti Smith, Sting ne diraient pas autre chose, y compris sur ce petit goût de Woodstock vintage que les spectateurs, comme les artistes, peuvent parfois ressentir dans un univers pourtant devenu bien différent. Beaucoup de choses ont changé. L'ambiance que tu crées dans un festival comme celui-ci dépend des bénévoles. Cela ressemble à une communauté, le sentiment d'être ensemble, similaire à ce que l'on a connu à l'époque. Alors Paléo, combien de divisions? 5 706 154 spectateurs à ce jour, selon la police et les organisateurs. C'est vrai que quand il y a eu Woodstock, nous on s'est dit on pourrait faire un petit Woodstock, mais mieux organisé. Parce qu'on est assez suisse, donc on a envie que les choses soient quand même bien prévues. On aime l'improvisation, mais il faut la garder pour tout ce qu'on n'a pas pu prévoir avant. Donc on avait le souhait effectivement que les choses soient bien organisées parce que c'est une des garanties de pouvoir bien faire la fête aussi. Exit l'esprit contestataire remplacé par le bien vivre ensemble et finalement c'est déjà pas si mal par les temps qui courent. On la connaît surtout pour avoir prêté sa voix à Marie-Jeanne dans Starmania. La chanteuse franco-québécoise Fabienne Thibault était à Marnan, aujourd'hui en Isère. Françoise Gay et Grégory Lespinasse sont allés rencontrer une artiste amoureuse de la chanson française. Elle aime le terroir et ça tombe bien. Quand elle découvre Marnan, petit village au cœur des Chambarans, elle n'a pas le blues, Fabienne. On est bien là! La franco-québécoise Fabienne Thibault, une des plus grandes voix de la chanson francophone, invitée vedette de l'été musical de Marnan. Une histoire d'amitié. Lorsque le musicien grenoblois Gilles Pellegrini propose de l'inviter, la directrice de la manifestation n'a pas protesté. Pas du tout, j'ai dit le nom Fabienne Thibault, tout de suite elle a dit. Ah non, il nous manquait des voix féminines. C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Depuis plus de 40 ans, l'interprète de Starmania balade sa voix cristalline sur les plus beaux textes français. Et cet après-midi, quel est son répertoire? Des grandes chansons du Québec, Félix Leclerc, Raymond Lévesque, Gilles Vigneault et du Starmania, des petites surprises. Et parmi les petites surprises, il y a celle de chanter dans un monument historique, une abbatiale du XIIe siècle. C'est vraiment très émouvant c'est pas l'histoire, la spiritualité, tout ce qui règne, tout ce qui touche, tout ce qui transporte. Sur scène, une deuxième voix accompagne la star, celle du jeune chanteur des Hautes-Alpes, Stéphane Orsière. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Les concerts de Marnan se prolongent jusqu'à la fin de l'été, avec notamment Vigon, le roi de la soul music, le dimanche 9 août. Quant à vous, Madame Thibault,
Vous ne connaissiez pas le site? Eh bien non, mais maintenant je connaîtrai, je reviendrai en tant que spectatrice. Une comédie musicale autour de la chaussure. L'histoire est originale et elle ne pouvait pas se dérouler ailleurs que dans la Drôme. Sur Quel pied danser raconte le combat d'ouvrières pour sauver leur usine de chaussures. Un scénario qui s'inspire directement des mésaventures financières qu'ont connues les grands noms de l'industrie romanaise, comme Jourdan ou Kélian. Julien Saubadon et Stéphanie Von sont allés assister au tournage. Quelques parapluies dans le décor, les clins d'œil à l'univers enchanté de Jacques Demy s'arrêtent là. L'accessoire star de cette comédie musicale, c'est la chaussure. Entre fantaisie et gravité, Sur Quel pied danser raconte la lutte d'une poignée d'ouvrières pour sauver leur usine de chaussures menacée de fermeture. Un combat chanté et dansé qui n'est pas de tout repos, y compris pour ses comédiens. C'est physique la comédie musicale, surtout avec 40 degrés dehors, mais c'est joyeux en même temps, voilà, il y a une super équipe et on prend beaucoup de bonheur à travailler ensemble. Tourner un plan de comédie musicale demande à ce que la danse soit parfaite, que le chant soit calé exactement sur le playback, plus des mouvements de caméra un peu impressionnants qui doivent se rajouter pour amener un peu de dynamisme. Et tout ça à caler, ça fait des plans très compliqués. Si les deux réalisateurs de Sur Quel pied danser ont choisi de tourner leur film entre Valence et Romans-sur-Isère, ce n'est évidemment pas un hasard. Leur histoire s'inspire directement des difficultés financières rencontrées ces dernières années par les grandes maisons de chaussures drômoises. L'usine fictive dans laquelle se déroule l'histoire est une usine qui a eu un âge d'or. Et aujourd'hui, dans notre histoire, il n'y a plus qu'une petite dizaine d'ouvrières qui travaillent dans des espaces trop grands, dans des ateliers qui sont trop grands. Il y a un passé qui est très présent dans notre film, qu'on effleure, qui est celui de Romans, évidemment. Les hommages au patrimoine romanais dans le film sont nombreux. Ici, le fantôme du fondateur de l'usine inspiré de Charles Jourdan. Là, des éléments de décor provenant du musée de la chaussure de Romans, des pièces de collection à manipuler avec précaution. Pour des questions de conservation, nous, on a toujours un petit peu des interrogations, mais pour le musée de la chaussure, c'est intéressant de valoriser cette histoire-là et de montrer qu'elle peut être encore vivante aujourd'hui et qu'on trouve toujours de l'inspiration dans cet objet et dans cette histoire. Même l'insoumise, la paire de chaussures au cœur du film a été créée dans un atelier de Romans. Reste une question, peut-on aborder l'histoire d'une industrie qui a souffert et qui souffre encore par le biais de la comédie musicale ? Tous les morceaux ne sont pas joyeux, certains sont assez lourds sur l'expérience de la précarité, sur la peur du chômage, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de menace de fermeture d'usine. Madame, le choix nous appartient. Madame, le choix nous est donné. Les chansons de cette comédie musicale sociale sont signées Olivia Ruiz ou Jeanne Chéral. Sur Quel pied danser sortira en 2016. C'est le genre d'événement qui fait revivre tout un village à Claveyzolles, dans le Haut-Beaujolais. Un spectacle son et lumière, imaginé par un écrivain régional, interprété par des bénévoles locaux, inspiré de l'histoire médiévale de son château. Jean-Paul Savard et Pierre Lachaud ont assisté aux dernières répétitions. Au nom de Dieu. Répétition de jour en tenue de ville ou de campagne. Saint-Georges, je te fais chevalier. À répétition du soir, en habit à l'heure du spectacle, comme des pros. À Claveyzolles, les comédiens sont des bénévoles tout-terrain avec plus d'une corde à leur arc. Et comme certains font du cheval... Et c'est Riol de Claveyson qui lance la première. Alors ils viennent avec. 2, 3 aussi. On travaille nos chevaux en carrière parce que pour faire des spectacles comme ça, il faut que les chevaux soient travaillés. Donc on a tous une petite carrière à la maison et c'est vraiment un grand plaisir, l'équitation. Ouais. Alors on va refaire ça depuis le début du chant, d'accord ? Cela fait 8 ans que Bernard Goyard, chef de chorale, écrivain régional, auteur, compositeur, scénariste, fait cela bénévolement avec les habitants du Haut-Beaujolais. J'ai pas l'expérience puisque j'ai jamais dirigé de professionnel, mais je me suis rendu compte quelquefois que j'avais demandé à une personne de jouer un rôle, et ça c'est arrivé plusieurs fois, et les gens se sont tellement investis qu'ils n'en revenaient pas d'avoir réussi aussi bien. Voilà, donc ça c'est vraiment merveilleux, quoi. On a besoin d'un deuxième moine.
s'il vous plaît. Ici, tout le monde peut ou doit tout faire. Par exemple, Océane, 16 ans, joue le rôle principal de la mariée, mais pas que. Et c'est pourquoi elle n'est pas venue toute seule. Pourquoi elle est là, cette poule? Cette poule, elle participe au spectacle. Donc, elle est avec moi quand je fais de la figuration en tant que villageoise. Donc, elle est avec moi. Donc, c'est maintenant. Là. Pour ce spectacle son et lumière, aucun animal n'a été maltraité. En ce qui concerne les hommes, on ne saurait dire de même. J'ai fait 8 ans d'escrime et là j'ai arrêté depuis 2 ans. Et là on fait une petite scène. Depuis 15 ans, Hubert de Beaujeu, alias Bertrand Perrequin, lui, n'a pas cessé de rénover tout seul son château qui était en ruine quand il l'a acquis. Il n'est pas grand seigneur, quoique, mais ancien prof de gym. Vous voyez les tribunes là par exemple, les tribunes étaient nazes, il a fallu les refaire. C'est 167 sacs de ciment. C'est 68 jours de chantier du 7 avril au 7 juillet, en faisant que ça, que ça, que ça. Mais au diable les préoccupations de Manan. Ce soir, c'est fête au château. Le nouveau sire de Beaujeu, Guichard IV, épouse Sybille de Hainaut. Voilà pour l'information régionale. Le 19-20 continue sur France 3. Très bonne soirée.